Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, CPI. 6 mots au sujet des bases militaires et pour finir, actualité en France. Commençons tout de suite avec la CPI. Extrait de l'audience du 19 mai 2016. Je vais commencer par la méthodologie globale et générale que vous appliquez à Human Rights Watch. Vous avez dit ici et dans votre déposition par devant le bureau du procureur que vous ne faites pas d'enregistrement quand vous interviewez les témoins ou les victimes. C'est exact? In this particular context. Dans ce contexte précis, non. Quel des contextes? During the crisis. Durant la crise, Ok. Et donc, vous ne prenez pas, vous n'enregistrez pas, vous ne prenez que des notes, c'est ça? Yes, we take note. oui, nous prenons des notes. Ce qui suppose que la personne interviewée, la personne écoutée, votre interlocuteur, c'est-à-dire le témoin ou la victime, n'a pas l'occasion ni de se réécouter, ni de se relire. C'est exact? That's correct, yes. Oui, c'est exact, oui. Ainsi, nous ne devons que vous appuyer dans vos rapports sur ce que vous avez noté. Me personally, or Moi, personnellement, ou toutes les personnes, tout le monde, tous les gens qui ont travaillé en Côte d'Ivoire à cette période-là? Je parle évidemment de tout le monde, de tous ceux qui lisent le rapport, dans la mesure où vous nous dites que vous n'enregistrez pas, les personnes ne se réalisent pas. Et donc, ce que vous écrivez ne découle que de ce que vous avez noté. Ce qui reviendrait à dire qu'aujourd'hui, quand nous lisons le rapport, ici, comme partout ailleurs, comme ceux qui l'ont lu, ne devraient que s'appuyer sur ce que vous avez noté lors de l'interview. C'est ce que je demande. C'est exact? again, the core of our methodology is interview. Alors, je dirais que la méthodologie consiste à interroger un grand nombre de témoins. Et oui, nous prenons des notes de ce qu'ils disent et lorsqu'il y a certaines conclusions, en général, cela se fonde sur un certain nombre d'entretiens qui se corroborent les uns les autres, qui se recoupent. Monsieur Wells, je veux qu'on parle le plus simplement possible du monde. Je ne suis pas très fort en interview, mais je veux qu'on parle le plus simplement possible du monde. Je répète, je résume ce que vous avez dit. Vous n'enregistrez pas. La personne interviewée n'a pas l'occasion de lire un transcript et de se relire pour signer la déposition. Et donc, ce à quoi on doit s'en tenir, ce sont les notes. C'est vous qui le dites. Ce sont les notes que vous prenez. Même si c'est 1000 notes que vous croisez après, mais ce que je demande, c'est qu'on devrait se fier aux notes que vous prenez. C'est exact? In terms of the test, En ce qui concerne les témoignages, oui. Vous avez dit lors de votre déposition que vous pourriez être amené à rectifier si jamais il y avait une demande dans ce sens. C'est exact? yes. Je suis
un témoin que vous avez interviewé. Je lis un mois plus tard un rapport ou bien un communiqué de presse que vous avez fait sur la base des propos, sur la base de mes propos. Quand je viens à vous, parce que j'ai lu, j'estime que ce que j'ai dit n'a pas été correctement retranscrit. Je viens à vous. Comment, sur la base de quoi, vous faites la correction? Si Human Rights Watch apporte une correction, elle est affichée sur notre site web. Je crois qu'il y a un lien bien précis pour les corrections qui sont apportées à tout travail rendu public. Et ensuite, il est archivé quelque part qu'une correction a été apportée. C'est devenu public, c'est sur le site. On ne se comprend pas. Je vais être plus précis. Je ne sais pas si c'est moi qui me fais mal comprendre. Je pars sur la base de ce qu'on a dit depuis ce matin. Parce que vous êtes d'accord, vous et moi, qu'on n'a ni enregistrement audio, ni transcript. Et donc, quand moi qui ai été interviewé, mais qui ai été témoin, sur la base de ce qu'il n'y a rien par vos notes, quand je lis plus tard le rapport, ou bien le communiqué de presse, et que j'estime que mes propos ont été mal transcrits, sur la base de quoi je demande la rectification? Sur la base de quoi? Eh bien, vous pourriez rentrer en contact avec toute personne travaillant en Côte d'Ivoire ou avec le département de communication de Human Rights Watch. D'ailleurs, normalement, ça me serait venu directement. Tout de suite, 6 mots au sujet des bases militaires. En quoi la présence des bases militaires étrangères est-elle utile à notre continent? Bachir, comme toujours, je voudrais, avant de commencer à répondre, à présenter un proverbe. Vous savez, à vouloir trop cacher une grossesse, le ventre trahit en s'allongeant. Vous savez, les gens sont venus en Afrique, ils s'installent sans nous dire exactement ce qu'ils vont faire. Malheureusement, les autres qui posent après, ça les trahit. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un autre proverbe qui dit que la vraie gentillesse, c'est de sourire aux aveugles. Et quand ces gens-là viennent, ils disent ils vont nous aider. En nous prenant pour des idiots comme d'habitude. Malheureusement pour eux, le jour se lève et le soleil brille pour tout le monde. Je dis encore une fois, ces gens qui viennent s'installer en Afrique, ils n'apportent rien du tout, au contraire, c'est les guerres. Partout où ils sont passés, leurs bases militaires ont servi de formation aux rebelles, de financement des rebelles et en donnant même des armes aux rebelles qui ont créé tous les problèmes en Afrique et jusqu'aujourd'hui ça continue. Je dis encore une fois, si on ne met pas un terme à cette histoire-là, c'est les Africains eux-mêmes qui vont mettre un terme. Parce que l'Occident a ses intérêts en Afrique. Est-ce que les Africains sont capables de mettre un terme à tout ça quand ces Africains n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes sécuritaires aussi? Bachir, il faut déjà voir comment les gens ont commencé à s'installer en Afrique. S'inspirer de leur manière d'entrer en Afrique pour contrer leur manière. Je le dis toujours sur ce plateau. Ils sont partis par l'école, par la religion. Si nous, on ne rentre pas dans l'éducation en changeant fondamentalement le système éducatif pour donner une autre formation à nos frères africains, le patriotisme, le nationalisme et le panafricanisme, on ne pourra jamais s'en sortir. Parce que s'il s'agit d'école, aujourd'hui on est dans leur langue, on est dans leur culture, dans tout. Il faut maintenant rentrer sur le terrain de la formation, de la rééducation du peuple. C'est partant de là qu'on peut tout gagner. Mais si on pense qu'on va changer un système en bavardant, ce n'est pas possible. Comment vous expliquez, Simon, le fait que la plupart des pays africains qui acceptent la présence des bases militaires étrangères, comment vous expliquez cette acceptation? C'est ça ma question. Mais Bachir, quand on vient chez vous... Parce qu'on n'a quand même pas l'impression qu'on force, qu'ils sont forcés, mais ils acceptent tout de même. Bachir, sincèrement, imaginez un temps soit peu, quelqu'un vient d'abord, il installe une rébellion chez vous. Il installe une rébellion, vous n'êtes même pas pourquoi. Vous voyez seulement des gens qui sont armés et qui commencent, à travers les ONG, à travers les ambassades, ils mettent en place une rébellion. Après ils disent, messieurs, il y a une rébellion, on peut vous aider, on peut vous donner les armes et tout et tout. Vous sentez que les gens sont à la porte de votre maison, vous faites quoi?
Quand ils installent la rébellion, où est-ce que nous sommes? Est-ce qu'on est endormi? Parce que c'est à partir de là qu'on a quand même l'impression que soit nous sommes trop naïfs ou alors on consent à tout. Parce que ce n'est pas une question de naïveté. Il ne faudrait pas penser que c'est trop facile. Est-ce que les Africains ne sont pas censés avoir le contrôle de leurs États? Vous ne pouvez, à partir du moment... Attendez, Bachir, je prends un cas. Prenons un cas de l'Afrique. L'Afrique ou la zone monétaire. Oui. Vous savez, tout ce que vous dépendez tous de la France. Un temps soit peu, ils ont des ONG, des gens qui sont à leur service dans vos pays. Ils les arment progressivement pendant au moins 20 ans. Un matin, on vous présente un contrat, monsieur, vous signez ici. Quand vous refusez de signer, vous voyez une rébellion devant votre porte. Vous faites quoi? Vous signez. Non seulement vous signez, vous signez et ils vous disent que bon, quand il y a la rébellion, on est obligé de venir vous aider. Vous n'avez pas de choix. Parce que vous sentez que si vous ne signez pas, tout de suite, vous allez sauter du pouvoir. Vous faites quoi? Vous êtes obligé de céder. Et quand vous cédez, c'est le début de leur installation définitive. Non seulement le sous-sol leur appartient, la moyenne, tout et tout. Vous n'avez pas de choix, Bachir. Je ne voudrais pas qu'on passe tout le temps à accuser les Africains comme on était des parfaits idiots. On n'est pas des idiots. Malheureusement, pendant 70 ans, on est dépendant d'un petit État de rien du tout. Et tout ça parce que à la sortie de la pseudo-indépendance, ceux qui ont lutté pour arrêter cette indépendance, on a pris des gens qui n'avaient aucun programme, on les a mis devant, ils ont signé n'importe quoi et on est dépendant de ça. Et comment est-ce qu'on peut dire que les Africains sont pris pour des petits idiots? Je mets ça aussi entre guillemets, c'est un peu vos mots. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça alors que pour la plupart, ces pays-là acceptent, Simon, de signer ces accords? Les indépendances dont vous parlez, la plupart des pays, par exemple du précaré français, ont signé des accords de défense avec la France. Elle n'était pas obligée de le faire, me semble-t-il. Bachir, oui. Je voudrais vous rappeler une chose. J'ai passé tout le temps ici, sur ce plateau, à dire, quand on vient chez vous un matin, on vous met une arme sur la table, on dit, monsieur, signez ici. Et vous avez le choix. Quand vous avez fini de signer, vous pensez que vous sortez de l'auberge. On met un policier devant votre porte en disant, même si à notre départ, vous toussez, le monsieur vous bute avant notre départ. Et en partant, on prend un de vos enfants, on l'amène, on le met et dans la franc-maçonnerie, et dans tout et tout et tout, on lui apprend le français. Quand on le débarque ici, celui qui devient le chef de l'État, il continue à suivre ce que vous avez signé dans l'obscurité, même sans savoir que vous signez. Lui-même, il se rend compte que tout ce que vous avez signé, c'était contre votre État. Le gars, il est entre le marteau et l'enclume. Il n'a pas de choix. Il est obligé de chanter la musique de ceux qui l'ont placé. Jusqu'à ce qu'un matin, il se rende compte que... mais je suis en train de plonger. Est-ce que ce malheur n'arrive pas souvent à ceux qui n'ont pas appris à faire confiance à leur peuple? Bachir, vraiment, ça c'est une manière de voir les choses. Je dis encore, vous allez faire confiance à votre peuple comment quand on vous met une arme à la table en vous disant signez. Vous faites confiance à quel peuple? En ça, le peuple n'est pas là pour vous dire ne signez pas. Vous êtes seul devant ces occidentaux. Vous signez, après vous vous rendez compte que vous avez fait une connerie. Vous signez au nom du peuple, même comme vous ne lui rendez pas compte? Mais bien sûr, vous ne rendez pas compte, puisqu'en ce temps-là, il n'y a personne autour de vous. D'accord. Et pour finir, les titres de l'actualité en France. Alors que la menace terroriste sur les transports est à son maximum, le potentiel dirigeant de l'État islamique en Espagne a été arrêté début mai. Responsable marketing d'une filiale d'Adecco, il disposait d'une multitude de bases de données. Frasques personnelles, gaffes protocolaires et erreurs politiques, voilà les principaux marqueurs du quinquennat de François Hollande. Retour sur 4 ans d'échecs. 6 mois après le Bataclan et les élans de tendresse envers la police, la grogne monte pour protester contre les mesures de rétorsion lors des manifestations. Peu à peu, la police et les symboles d'autorité deviennent des cibles de choix. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.